Alors, bienvenue à cette conférence intitulée « Aller au bout de ses rêves », aider son jeune à aller au bout de ses rêves. Parce que voyez-vous, la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est bien au-delà du fait que oui, je suis un conférencier qui fait ça dans la vie, qui fait des conférences corporatives dans les entreprises et tout ça. Mais la raison qui m'amène ici aujourd'hui, c'est que ma plus grande réussite à ce jour, c'est papa. Parce que voyez-vous, j'ai la chance d'avoir 2 millions. Et mes millions, c'est Maxime et Olivier. Je les appelle mes millions parce que de dire que ton enfant vaut 1 million, me semble que ça donne une valeur certaine. Mais d'après moi, c'est ce que ça va me coûter quand les deux vont sortir de l'université dans quelques années. Alors, tout ça pour vous dire que ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui, c'est comment faire en tant que papa, en tant que maman, en tant que coach, entraîneur, comment faire pour prendre ce jeune-là qui est encore un petit peu comme de la plasticine, qu'on a la chance d'avoir un impact dans la vie de ce jeune-là. Comment on fait pour le faire de la bonne façon? Ce que je vais vous partager, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai expérimentées, que j'ai mis dans mon livre depuis 20 ans et qui ont donné des résultats extraordinaires. Et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Alors, la seule mise en garde que je vous fais aujourd'hui, c'est que je ne veux pas que vous m'écoutiez. Si vous m'écoutez, vous allez faire comme Sylvain a dit tantôt dans les sondages, c'est qu'on retient juste 10 % de ce qu'on lit et à peu près 30 % de ce qu'on entend. Mais on retient 93 % de ce qu'on ressent. Alors, je veux que vous me ressentiez aujourd'hui. Pas m'écouter, mais me ressentir. Puis, moi, je ne vais pas vous répéter une conférence aujourd'hui. Moi, je vais vous la vivre. Je vais vous la donner avec les tripes. Vous allez voir, vous allez surtout ressentir ce que je veux vous partager. Et s'il y a une phrase, un mot dans tout ce que je vais dire dans la prochaine heure qui peut faire une différence dans la vie de votre jeune, mais je vais vraiment être content d'être venu ici à Brossard aujourd'hui. Alors, comment on fait pour aider son jeune à aller au bout de ses rêves? Comment on fait pour l'accompagner? Parce que votre jeune, là, on a des idées. Il y a plein de choses qu'on aimerait qu'il devienne. Notre petite fille, on aimerait ça qu'elle monte, qu'elle soit heureuse, puis qu'elle réussisse plein de choses, qu'elle veut son garçon la même chose. Mais en bout de ligne, comme parents, on a une responsabilité, oui, mais il y a une partie qu'on ne peut pas faire à leur place. Et c'est ça que je vais tenter de vous démystifier aujourd'hui. Parce que comme parents ou comme entraîneurs, notre rôle, c'est de les accompagner, ces jeunes-là. C'est d'être capable surtout de les conscientiser. Vous savez, j'ai été une époque où les gens qui se comportaient de façon bizarre ou étrange ou qui ne faisaient pas ce qu'on leur disait, j'avais le réflexe de les traiter d'innocents. Aujourd'hui, je ne dis plus ça. Aujourd'hui, je dis qu'ils sont inconscients. Parce que vous remarquerez que dans toutes les niaiseries qu'on fait souvent, c'est de l'inconscience. Les gens, quand on dit que le comportement ne définit pas la personne, c'est vraiment basé sur ce principe-là. Ce n'est pas parce que tu agis comme un beigne que tu travailles chez Dunkin' Donuts. J'espère qu'il n'y a personne qui travaille chez Dunkin' Donuts ici. Je n'ai pas dit Tim Hortons en passant. Mais tout ça pour vous dire que ce jeune-là que vous allez accompagner et que vous accompagnez déjà et qui va devenir adulte un jour, c'est d'abord important que ce jeune-là, on l'aide à se connaître, à se découvrir, à lui donner les outils, mais surtout lui donner la chance de se découvrir lui-même puis de lui faire confiance, d'être en mesure de le laisser expérimenter et de faire ses propres erreurs. Parce que voyez-vous, dans tout ce que j'ai vu, pas juste dans le monde du sport comme le soccer, mais vous remarquerez que dans tout sport confondu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 choses qui reviennent dans les athlètes qui ont réalisé de grandes choses dans leur carrière. Ces 3 morceaux-là, je vous les partage aujourd'hui. Premier morceau qu'ils ont en commun, c'est la passion. Et la passion, Sylvain en a parlé tantôt. La passion, c'est le moteur. On dit que l'amour, c'est plus fort que tout. Il y en a même un tantôt qui me dit que l'amour, c'est plus fort que la police. Ça se peut. Mais imaginez, la passion, c'est de l'amour en fusion. Ça, c'est comme un volcan, c'est comme du magma. Ça, c'est puissant, c'est hot. Parce que les gens passionnés, vous remarquerez, ils n'ont même pas besoin de parler. Juste la façon qu'ils marchent, la façon qu'ils parlent, le regard, l'intensité du regard qu'ils ont dans les yeux, ces gens-là ne laissent personne indifférent. Ne demandez pas à votre jeune ce qu'il peut apporter dans le monde des grands, là, en termes de carrière, en termes d'apport au niveau de son sport. Que ce soit dans le sport, que ce soit dans une carrière professionnelle, ce que la société a besoin, c'est de gens passionnés.
Et je fais souvent des conférences dans les écoles sur la persévérance scolaire, puis je leur dis aux jeunes, si vous n'avez pas de passion, là, trouvez-en une, ça presse. C'est urgent. Parce que je pense que quand on n'a pas de passion, quand on n'a pas de rêve, mais c'est comme si on était cliniquement mort, psychologiquement parlant, parce que le goût de se lever le matin, de se dépasser, de faire une différence dans la vie des autres, bien, est difficile quand tu n'as pas de rêve, quand tu n'as pas de passion. Les gens qui sont ici aujourd'hui, pour la plupart, sont passionnés par une chose en commune, qui est le soccer. Et vous allez voir dans ce que je vais vous raconter, il y a beaucoup de liens avec ce que vous vivez dans le soccer, de ce que vous allez vivre à la maison, de ce que vous allez vivre aussi au niveau de votre emploi. Si ce n'est pas maintenant, c'est plus tard. Alors, ce jeune-là, passion, premier morceau qu'il a besoin de mettre dans sa sauce à spaghetti pour qu'elle goûte bonne. Mais ça, c'est comme le talent au hockey, ce n'est pas suffisant. Deuxième morceau, le courage. Et ça, le courage, là, c'est comique parce que les gens pensent que le courage, c'est l'absence de peur. Il y en a même qui pensent que le courage est dans la fuite. Tu sais, quand tu as peur, tu cours vite, vite. Vous allez voir, moi, je cours vite. J'ai 4 pieds de jambes, 2 pieds de corps. Hein? C'est le syndrome de la gazelle. Mais le courage, mes amis, c'est pas de ne pas avoir peur. Au contraire, c'est d'être capable de sauter dans l'action, de s'accrocher malgré la peur. C'est ça, le courage, le vrai. Sinon, c'est de la témérité, c'est d'être marginal, c'est d'avoir une tête brûlée, comme on dit parfois. Mais le courage, vous remarquerez que dans les plus grandes réussites, pas juste au soccer, dans les plus grandes réussites dont vous êtes témoin à tous les jours, dans ces grandes réussites-là, comme disait si bien Félix Leclerc, il y a toujours plus de courage que de talent. N'oubliez jamais ça. Toujours plus de courage dans une grande réussite que de talent. Le talent, là, ce n'est pas suffisant. Si tu n'es pas capable de rien faire avec ce talent-là, c'est malheureux, mais tu vas rester avec. Puis c'est malheureux parce que ce talent-là, s'il n'est pas déployé, puis qu'il n'en fait pas profiter la collectivité, non seulement vous allez vous en priver, mais imaginez le nombre de personnes que vous allez priver de ce bonheur-là. Ce bonheur-là d'être capable de rêver. Les athlètes sportifs ont ce pouvoir-là, cet immense pouvoir-là de les faire rêver. Puis si vous voulez être en mesure d'aller au bout de vos rêves, d'aider vos jeunes à aller au bout de leurs rêves aussi, mais il faut qu'ils soient en mesure, juste simplement, d'oser persévérer plutôt qu'abandonner. Abandonner, là, ça c'est facile, ça ne demande aucun talent, aucune skills. Pire encore, ça ne demande aucun effort. Mais de persévérer, d'être capable de s'accrocher, d'être capable de continuer, même quand c'est difficile, là, c'est là qu'on tombe dans le cours des grands. Si vous voulez aider votre jeune à se rendre jusqu'au bout, à s'accrocher, à réaliser l'extraordinaire qui sommeille en lui, parce qu'il est là, il n'est pas parti, là. C'est là. Il faut juste le découvrir. Puis c'est ça qui est le fun, on a toute la vie pour le découvrir, ce morceau-là. Et je pense bien humblement, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, moi, je pense que ça passe d'abord et avant tout par le concept de confiance en soi et d'estime de soi. Si vous retenez juste ce morceau-là de ma conférence, la job est faite. Parce que la confiance en soi et l'estime de soi, beaucoup de gens pensent que c'est la même chose. Beaucoup de gens confondent les deux ou pensent que c'est juste une appellation différente pour nommer la même chose. Et c'est là que je veux vous déstabiliser aujourd'hui. Confiance en soi, là, par définition, c'est des acquis liés à des apprentissages. Ce qui veut dire que tout ce que vous apprenez depuis que vous êtes tout petit et tout petit, ça vient remplir ce que j'appelle la fameuse bibliothèque. Tout le côté rationnel de notre être, là, c'est que tout ce qu'on apprend, c'est comme si à chaque jour, on prenait un livre et on s'en allait le mettre là-dedans. Ai-je besoin de vous dire que juste de 0 à 5 ans, tout ce que vous avez appris, c'est incroyable, là. Et là, c'est sans compter ce que vous avez appris à l'école, puis par la suite dans vos expériences heureuses et malheureuses, vos fameux essais-erreurs. Vous avez appris plein de choses et à l'âge adulte, on en apprend encore à tous les jours et par la suite, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en apprend des autres aussi. Alors, quand j'entends un jeune qui vient de se planter dans une game de soccer, qui arrive à la maison le soir et qui dit là, confiance en moi, là, elle est partie dans les toilettes, c'est fini, il n'est plus. Je suis désolé, ça ne se perd pas, la confiance en soi. Tu ne peux pas dire que tu as perdu confiance en soi
parce que c'est comme si tu disais que tout ce que j'ai appris depuis que je suis au monde, poubelle, vidange. On sort ça le jeudi. Ça n'a pas de logique. Tout ce que vous avez appris, non seulement c'est stocké de façon permanente, mais encore mieux que ça, c'est incrémental. À tous les jours, vous avez l'immense privilège de remplir cette bibliothèque-là. Mais encore là, ce morceau-là, personne ne peut le faire à votre place. J'ai eu la chance d'accompagner une dame pendant 4 ans avant qu'elle décède. Elle s'appelait Pauline Gélina, avait 96 ans quand elle est décédée. Et Pauline, quand j'ai commencé à aller la voir au centre d'hébergement, c'était fascinant parce que cette madame-là a appris l'Internet à 92 ans. Elle s'est faite une page Facebook à 94. À toutes les fois que j'allais la voir, elle était en train de lire une revue, elle était en train de se renseigner sur quelque chose. Puis elle me disait, mon grand, oublie pas, à tous les jours, il faut t'apprendre un petit quelque chose. Non seulement ça stimule vos neurones, mais c'est la plus belle façon d'évoluer, de grandir, de devenir une meilleure personne, de toujours avoir cette curiosité-là d'enfant de 8 ans. Vous savez, quand on passe à l'âge adulte, c'est ça qui est triste. On dirait que cette partie-là de nous s'éteint, lentement, mais sûrement. Cette curiosité-là insatiable. Mais je vais vous en parler tantôt de ce que je pense qui, à l'âge adulte, peut être reprogrammé pour faire de chacun et chacune d'entre vous des gens plus heureux, plus épanouis, plus rayonnants. En passant, je voulais juste être sûr que vous suiviez, que vous n'étiez pas en mode gestion comme monsieur, mais là, il l'a plus. Là, regarde, on voit déjà que c'est revenu. Le mode gestion est terminé. C'est que je vous ai dit tantôt qu'il y avait 3 ingrédients dans ma sauce spaghetti. J'en ai juste donné 2. Il n'y a personne qui a allumé qui en manquait un 3e. Le 3e, c'est mon préféré. C'est l'audace. L'audace, là, il y a beaucoup de gens qui pensent malheureusement que ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Que l'audace, là, c'est le genre d'option là, que quand ils sont venus au monde, ben, il n'y avait pas les moyens de se la payer ou bien non, ils étaient partis aux toilettes quand ça a été distribué. Moi, je vous dis, l'audace, à partir du moment qu'on sait ce que c'est là qu'on réalise que non seulement c'est accessible à chacun et chacune d'entre vous, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant-plan dans notre vie à partir de maintenant. Savez-vous c'est quoi l'audace, la vraie? L'audace, c'est simplement d'être prêt à accepter de se faire dire non. Juste ça. D'être prêt à accepter de se faire dire non. Et l'audace, si on part du principe que si c'est simplement d'être prêt à accepter, quoi qu'il arrive, de se faire dire non, puis d'être capable de vivre avec, puis au contraire, de s'allumer avec ça. Parce que, dites-vous une chose, quand vous osez demander, quand vous osez essayer, vous avez une chance sur 2 de vous faire dire oui. Vous avez une chance sur 2 que ça marche. Je suis désolé, là, il n'y a pas de loto au Québec qui donne ça une chance sur 2. Pourtant, hier, le loto max, ça devait être 30-40 millions, là, ça s'est tout garoché comme des animaux au dépanneur. Ah! Mais je suis désolé, là. Moi, quand j'entends des gens dire « c'est peut-être moi », là, puis il y a son billet, là, alors qu'on sait très bien qu'il y a une chance sur 8,7 millions de peut-être gagner 10 piastres, cette même personne-là, quand vient le temps d'oser demander quelque chose, puis qui part du principe qu'il y a une chance sur 2 de se faire dire non, ça m'attriste. Ça me tue. Et avez-vous remarqué quand vous aviez 8 ans, oser demander, là, c'était votre sport préféré. Là. On passait notre temps, on aimait ça, puis on était tenace dans ce temps-là. Puis on était persévérant, puis on ne lâchait pas. On ne lâchait pas le morceau. Hein? Ah ouais, papa, ah ouais, daddy. Ah, môme douce. Mes gars disent ça à ma femme. Môme douce, ah ouais, maman, ah ouais, maman, souplement, ah ouais, donc, ah ouais, donc. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrivait? On finissait par l'avoir. C'est malheureux qu'à l'âge adulte, on switch de une chance sur 2 de se faire dire oui à une chance sur 2 de se faire dire non. Si vous avez de la difficulté, encore à ce jour, à vous faire dire non, parce que quand on vous dit non, ça vient casser quelque chose en dedans, ça vient vous donner un mal-être, un malaise, ce n'est pas un problème de confiance en soi, c'est un problème d'estime de soi. L'estime de soi, c'est comme une bonbonne d'oxygène. L'estime de soi, c'est quelque chose qu'on a besoin, comme de manger, de dormir. Et l'estime de soi, ce n'est pas des acquis, ce n'est pas de l'expérience, ce n'est pas de l'expertise, ce n'est pas des choses qu'on a apprises qui vont là-dedans. Savez-vous ce qui rentre dans la fameuse bonbonne d'oxygène? 2 choses. L'amour, la reconnaissance. Sylvain en a parlé, il a terminé avec ça d'ailleurs, et c'est pour ça que moi je continue en vous disant que ces 2 morceaux-là sont probablement les morceaux les plus importants que votre jeune a besoin. Mais là, je vais vous expliquer la dynamique
au niveau de l'estime de soi parce que tout se joue avant l'âge de 13 ans. Alors, premièrement, l'estime de soi, contrairement à des acquis liés à des apprentissages, qu'on parle de la confiance, l'estime de soi, c'est la valeur qu'un être humain se donne sur 10, combinée, additionnée avec la valeur qu'il pense que les autres y donnent sur 10. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire que si vous, là, à travers ce que vous, comme adulte, vous avez vécu comme enfance, que vous vous donniez à l'âge adulte un 3 ou un 4 sur 10, bien, le 6 ou le 7 sur 10 qui vous manque, là, il faut aller le chercher quelque part. Et là, malheureusement, on va le chercher de toutes sortes de façons. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle les fameuses dépendances à tous les niveaux, pas juste dépendance affective, mais ça peut être à plein d'autres niveaux. Je ne tomberai pas là-dedans, ce n'est pas le but de l'exercice. Mais je vais vous expliquer comment fonctionne l'estime de soi. Premièrement, si on parle que ce qui rentre dans ce bonbonne-là, c'est rien d'autre que de l'amour et de la reconnaissance, bien, comment ça fonctionne? C'est que de 0 à 5 ans, un enfant n'est pas en mesure de s'évaluer sur 10, comment il pense qu'il vaut. Alors, l'autre morceau de l'équation, c'est ce que les autres pensent de lui, qui va lui donner sa note sur 10. Est-ce qu'on s'entend qu'un enfant, jusqu'à peu près l'âge de 4-5 ans, c'est le plus beau, c'est le plus fait, il pète, « Oh, ça sent bon! » Ils font toutes sortes de niaiseries, ils ont les yeux cross-side, les cheveux de même. « Ah, oh, il est beau, c'est le plus beau. » Tu sais, à Pouponnière, tu regardes ça, des années plus tard, tu regardes les photos, tu dis, t'es-tu laite? Mais dans ce temps-là, non, non, hey, c'est le plus beau. Hey, ça, c'est mon gars, ça, c'est ma fille, regarde ça. Là. Ça, là, c'est top model. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, jusqu'à l'âge de 5 ans, en général, là, dans des conditions idéales, c'est sûr, là, parce que ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir ça. Là. Mais dans des conditions idéales, un enfant de 0 à 5 ans, le regard qu'on a posé sur lui, c'est un regard bienveillant. Un regard bienveillant, mes amis, c'est tout simple. C'est de l'amour et de la reconnaissance de façon inconditionnelle. Ça veut dire que quoi que tu fasses, quoi que tu dises, moi, je t'aime à l'infini, puis je suis fier de ce que tu es. Ça, c'est jusqu'à 5 ans. Alors, dans des conditions idéales, l'enfant, jusqu'à l'âge de 5 ans, là, il se trouve hot. Il se trouve bon, elle se trouve bonne, parce que là, il se dit, attends une minute, là. Moi, tout le monde me regarde en disant, wow, superstar. Et on s'entend que l'environnement dans lequel tu vis jusqu'à l'âge de 5 ans, il est restreint. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs, cousins, cousines, ma tante, grand-mère, c'est à peu près tout, là. On va dire, on va être généreux, là, mettons, il y a 20 personnes qui vont graviter dans votre vie d'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans en moyenne. Des gens que vous voyez à tous les jours. Voici où ça se corse. L'enfant, à partir de l'âge de 5 ans, quand il commence à aller à l'école, combien ici ont des enfants? Levez votre main juste pour le fun. Ah, intéressant. Avez-vous remarqué, moi-même j'en ai 2, là. Il commence à aller à l'école, là, il tombe vraiment dans le parc d'attractions. C'est que là, l'environnement restreint, que je vous parlais tantôt, de 10, 15, 20 personnes maximum, là, il tombe avec des centaines de personnes qui côtoient tous les jours, là, avec des personnalités différentes, des comportements différents, des façons différentes de parler, d'agir. Et là, oh, l'enfant revient à la maison, et là, son comportement change. Parce que c'est quoi qui fait un enfant? Il modélise. Ça veut dire que les comportements, il va les imiter. Même quand vous adoptez un enfant qui vient de la Chine, vous remarquerez que l'enfant, après 3-4 ans, il parle comme vous autres, il bouge comme vous autres, il a les mêmes expressions que vous autres. C'est fou de voir comment un enfant va assimiler ça. Vous êtes un modèle à partir du premier jour où il décide de vous aimer. Alors, ceci étant dit, quand l'enfant revient à la maison, en ayant modélisé d'autres façons de parler, d'autres comportements, là, c'est quoi notre réflexe de parent? C'est de dire, mais non, ce qui se passe avec toi, je ne te reconnais plus. Mais oui, je ne te reconnais plus parce que l'enfant a commencé à agir différemment. Son comportement, là, c'est plus ce que nous, dans notre idéal de parent, on veut leur montrer. Et là, c'est quoi qu'on fait de façon inconsciente? Notre regard bienveillant devient un regard critique. Oui, regardez, notre petite fille a réagi. Le regard critique, la seule grande différence, puis elle est toute là, c'est que c'est un amour et une reconnaissance qui est conditionnelle à ce que tu as fait, à ce que tu fais ou à ce que tu vas faire. Et tout dépendant de ce que tu as fait, de ce que tu fais ou de ce que tu vas faire, je vais peut-être te donner un peu d'amour dans ta bonbonne et un peu de reconnaissance. Et là, c'est là que tout se joue.
Parce que l'enfant va grandir avec ce type de dualité-là. Tantôt regard bienveillant, tantôt regard critique. Et là où c'est particulier, ça se produit vers l'âge de entre 12 et 13 ans. Vers l'âge de 12 à 13 ans, l'enfant va être en mesure pour la première fois de sa vie de vraiment s'évaluer sur 10. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer en détail que l'enfant rendu à 12-13 ans, si en majorité du temps, le regard qui a été posé sur lui jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est un regard critique, ça veut dire que tout ce qu'il fait, c'est jamais correct, c'est jamais assez, puis il est toujours meilleur que lui, meilleur qu'elle, et que même quand cet enfant-là fait des bons coups, son parent s'assure d'y dire « Hey, énerve-toi pas le poil des jambes, là. L'autre à côté fait mieux que toi. » Si cet enfant-là a vécu ce genre de regard-là en permanence, c'est malheureux, mais les chances qu'il se donne en bas de 5 sur 10 là, sont très fortes. Alors, comme je vous disais tantôt, cet enfant-là, malheureusement, va aller le chercher ailleurs. Le 5, le 6, le 7 sur 10 qui manque. Et on s'entend que, je ne sais pas pour vous autres, mais les plus grosses niaiseries que j'ai faites, enfant ou adolescent, c'est par manque d'amour, par manque de reconnaissance. Juste de me faire dire « OB, t'es hot »,« OB, t'es vraiment game », « Hop, j'étais prêt à faire bien des niaiseries. » Tout ça pour avoir juste un petit peu plus d'oxygène dans ma bonbonne. Ce que je veux vous partager, pour les parents qui l'ont vécu ou qui vont peut-être le vivre un jour, c'est important. Excellent. Tu peux venir le chercher, il n'y a pas de problème. C'est 5 $. C'est que moi, comme je vous disais tantôt, j'ai eu le privilège d'en avoir 2 garçons. Et pour ceux qui ont des enfants, qui ont plus qu'un enfant, mettons, vous avez remarqué déjà que les enfants, souvent, sont différents. Ils ont tous une personnalité qui est différente et une façon de se comporter qui est différente. Moi, mon plus vieux, je m'entendais super bien avec, il n'avait pas de problème, c'était facile. Et là, mon plus jeune, lui, ça accrochait. Et là, vers l'âge de 8 ans, je m'en vais faire un voyage aux États-Unis. J'étais assis avec un monsieur dans l'avion. Et là, il me demande, « Monsieur, est-ce que vous avez des enfants? » Ah, j'ai dit, « Oui, j'en ai 2. » Alors, je commence à y parler de mon plus vieux. Là, mon plus vieux, là, ça va, c'est comme ça, là. C'est facile, ça coule, c'est body, chummy. Fait que là, j'y en parle pendant 20 minutes. Après ça, il dit, « Votre deuxième. » Ah, mon deuxième, il s'appelle Olivier. Le premier s'appelle Maxime. J'arrive sur le cas d'Olivier. Je pense que j'ai fait 3 minutes et quart. Là, le monsieur, quand j'ai terminé ma courte description du deuxième, il me dit, c'est avec lui que ça accroche, hein? Ah, j'ai dit, vous êtes perspicace. Bien, c'est sûr que c'est pas facile, tu sais. Il n'y en a jamais un pareil, hein? Il dit, c'est parce que lui, il est pareil comme vous, hein? J'ai dit, pardon. Il dit, non, il est pareil comme toi, celle-là. Là. Hey, je vous dis, je voulais le fesser, OK? Et là, lui, plus je me choquais, plus il riait. Il dit, non, je vous le dis, monsieur. Il dit, il est pareil comme vous. Là, je me fâche. Là, j'ai dit, écoute-moi bien, là. Tu ne me connais pas. Ça fait 20 minutes que je te parle, là. Je dis, regarde bien. Lui, il est comme sa mère. Mais regardez bien ce que je me mange. Pitchez-moi pas une chaise tout de suite. Ça fait 25 ans que je suis avec ma femme. Fait que elle a beaucoup de bien, beaucoup de bon. Mais sérieusement, moi, je pensais qu'il y avait un type de personnalité qui ressemblait plus à ma femme. Puis vu qu'on était différents, mais c'est peut-être pour ça que ça accrochait. Mais en même temps, vous le savez, hein? Autant en affaires qu'en amour, la complémentarité, c'est ça qui est puissant. Si on est 2 pareils, oui, on va être fort dans nos forces, mais quand on va se retrouver dans nos faiblesses, on est faible à la même place. Et c'est là que c'est plus fragile. Alors, c'est bon d'avoir 2 types de personnalités différentes, deux genres différents. C'est ça qui fait qu'on est plus solide à 2. Mais tout ça pour vous dire que le monsieur, j'étais vraiment fâché. Et là, pour me déchoquer, il m'a dit quelque chose de très intelligent qui m'a marqué pour la vie. Il m'a dit, là, le problème, là, il dit, vous comparez un adulte avec un enfant de 8 ans. Il dit, souvenez-vous à 8 ans comment vous étiez, puis d'après moi, vous allez trouver vos réponses. Et je peux vous dire que le chemin de retour en avion a valu la peine. Parce que moi, mon fils, là, ce que j'y reprochais, c'était être toujours en mode problème. Puis j'y disais, si tu fais juste focusser sur le problème, tu fais partie du problème. Puis le mode victime, là, j'ai jamais aimé ça. J'ai dit, gamin, là,
Lâche le mode victime, solution. Arrête de te plaindre. Arrête de mettre ça sur la faute des autres. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu as tout ce qu'il faut pour grandir et être heureux. Mais c'est un choix. Puis ce choix-là, si tu ne le prends pas, il y a quelqu'un qui va le prendre à ta place. Mais quand j'ai réalisé qu'à l'âge de 8 ans, j'étais pire que lui, ça a complètement changé ma relation avec cet enfant-là. Quand je suis revenu à la maison, au lieu de mettre l'emphase sur ce qui ne fait pas de correct, sur ce que j'aime pas de lui ou sur les choses que j'aimerais qu'il devienne, parce que là, on s'entend, là, l'adulte que je suis aujourd'hui a fait beaucoup d'essais-erreurs pour aller chercher confiance en soi, estime de soi, pour être capable d'être orienté solution, puis de toujours croire qu'il y a toujours une solution puis qu'on peut toujours faire mieux. À 8 ans, là, cette maturité-là, tu ne l'as pas. Cette expérience-là, à 8 ans, tu ne l'as pas non plus. Alors, ce que j'ai commencé à faire, c'est de revenir à un regard bienveillant, comme quand il y avait 3-4 ans. Et je peux vous dire, mon garçon aujourd'hui a 16 ans, mon petit Olivier qui avait 8 ans à l'époque, et je peux vous dire que ce petit bonhomme-là, non seulement il me ressemble, mais il me fait peur parce que c'est papa puissance 10. Parce que moi, je pense bien humblement que nos enfants, c'est comme si on avait la chance de revenir au monde en mieux. Parce que je pense bien humblement que nos enfants ont le meilleur des gènes du papa, le meilleur des gènes de la maman. Et quand tu combines ça, on passe à un autre niveau. C'est ça qui est l'évolution aussi de la race humaine. Et c'est ça qui est génial. Mais cet enfant-là, s'il y a des bons gènes, c'est une chose, mais ce n'est pas assez. Alors, au niveau de l'estime de soi, comment on fait pour que cet enfant-là en ait une bonne et que, par définition, il n'y ait pas besoin d'aller tinquer chez le voisin? On s'entend? Alors, c'est très simple. Ça prend 2 choses dans la bonbonne pour qu'elle soit autonome émotionnellement. Premier morceau, c'est le bon environnement. Comme parent, comme entraîneur, l'environnement là, peut faire tellement toute la différence. Parce que ce jeune-là, là, ça y prend une seule personne qui croit en lui, qui soit convaincu qu'il peut faire mieux que ce qu'il est devenu, qu'il vaut mieux que ce que lui pense qu'il vaut, et puis il est parti. Ça n'en prend pas 10, ça n'en prend pas 15. Ça en prend une bonne personne qui croit en ce jeune-là. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous êtes en mesure d'y donner ce genre d'environnement-là, et comme le dit Sylvain tantôt, on dit à nos enfants, fais attention avec qui tu te tiens. Là. Mais nous autres, comme adultes, on le fait-tu, ça? Faites le test en fin de semaine. Là. Faites une liste des 7-8 personnes qui gravitent au quotidien dans vos vies. Là. Les personnes qui sont le plus proches dans vos vies en ce moment. Et vous allez voir que tout le monde est hautement contagieux. Ça, je ne vous apprends rien encore cet après-midi. Mais posez-vous la question, est-ce que les 7-8 personnes que j'ai dans ma vie à tous les jours, est-ce qu'ils me contaminent de façon positive? C'est qu'ils me font sentir une meilleure personne. L'amour et la reconnaissance inconditionnelle, j'en ai de ces gens-là. Parce qu'eux autres, quand ils me regardent, peu importe les niaiseries que je fais, peu importe comment je t'habille, ils m'aiment. Puis en plus, ils sont fiers de ce que je suis. Si ça, vous avez ça dans votre environnement, vous êtes sur la bonne track, ça, je peux vous garantir. Mais à l'inverse, c'est là qu'il y a des carences, puis c'est là que ça griche. Parce que ces gens-là peuvent aussi vous contaminer de façon toxique. Les 7-8 personnes autour de vous, s'ils passent leur temps à vous critiquer, à vous dénigrer, à toujours trouver le petit quelque chose que vous n'avez pas fait de correct, mais c'est malheureux. Parce qu'en quelque part, non seulement ça va être dur sur votre morale, mais vous risquez aussi de devenir perfectionniste à l'excès. Là. Ou de devenir, ça c'est le pire, là, des éternels insatisfaits. Vous en connaissez des gens dans votre entourage, que même quand ils gagnent une partie de soccer, ils vont trouver le moyen de chialer, de se lamenter, parce que, ah oui, mais j'ai manqué ce shot-là. Mais oui, mais on a gagné, puis ça que tu as fait, c'était super bon. Oui, mais, c'est malheureux, là, ils tombent en mode PDF. Sylvain parlait de la rectomyopie tantôt, mais les gens qui tombent avec ce problème-là de rectomyopie sont à la base des PDF. Ce n'est pas des fichiers acrobates. Là. Les PDF, c'est des pessimistes, des défaitistes puis des fatalistes. C'est malheureux parce qu'eux autres, ils sont toujours orientés sur le problème. Ils vont toujours essayer d'en chercher des problèmes, puis malheureusement, mais ils font partie du problème. C'est malheureux parce que ça, c'est toxique. Ça contamine. Puis comme je vous le disais tantôt, ça se fait souvent de façon inconsciente. Alors, l'environnement que vous allez donner à votre jeune, autant comme parent que comme entraîneur,
va faire toute la différence. Alors, de s'assurer qu'il est bien entouré. Puis le deuxième morceau, c'est son langage interne. Sylvain en a parlé tantôt. Comme adulte, là, vous êtes tous un modèle fort, autant comme entraîneur que comme parent. Si à chaque fois que vous faites une gaffe, vous dites, comme moi je disais, j'ai été une partie de ma vie que je disais sans génie, grand niaiseux, gros cave. C'est parce que ton enfant, il entend ça. Puis c'est quoi qui fait l'enfant? Il modélise. Il va faire le même pattern, il va le recréer, puis pire encore, il va en faire plus. Et si vous habituez votre jeune juste à tolérer le langage qui se fait à lui-même, mais ce qui va arriver, là, c'est qu'à l'âge adulte, là, il va devenir son pire bourreau. Moi, j'ai passé par là, fait que je sais très bien ce que c'est, là. C'est que j'ai été une époque de ma vie, là, j'étais tellement dur, intransigeant, sévère avec moi-même, que si j'avais traité les autres comme ça, là, j'aurais pas d'amis, puis je peux vous garantir, je ne serais pas conférencier, les gens me pitcheraient des chaises. Alors, d'éduquer, de conscientiser votre jeune à avoir un bon langage. Puis d'avoir un bon langage envers soi-même, là, c'est une programmation au même titre que de se programmer à dire qu'on est épaisse puis qu'on est cave. C'est qu'à chaque fois que je fais une gaffe à cette heure, là, au lieu de dire que je suis un grand niaiseux puis un sans-génie, je me ramène toujours en me disant ce que j'ai fait là, c'est sûr, c'est peut-être pas correct. Là. En tout cas, je n'ai pas impressionné personne avec ça aujourd'hui, là, mais je reste une belle et bonne personne qui mérite ce qu'il y a de mieux dans la vie. Et ça, là, ça a pris du temps, à force de me le répéter, pour que ça finisse par rentrer. Mais une habitude, là, le gros avantage, c'est que ça se développe en 3 semaines, 21 jours. Casser une habitude, la remplacer par une autre, c'est 21 jours. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas arriver au bout de 10 jours, je suis écœuré, je prends des vacances à Santa Banana. Non, non. Pendant 21 jours, 3 semaines, à chaque fois que vous faites une gaffe, vous vous reprenez en disant, regarde, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas correct, mais je reste une belle et bonne personne qui mérite ce qu'il y a de mieux dans la vie. Au début, vous n'y croirez pas, là. Mais avec le temps, là, vous allez voir, c'est fou à quel point on devient ce que l'on pense. Moi, un jeune qui vient me voir, là, puis il dit, je suis poche, ça ne marchera pas, bien, je le regarde et je dis, tu as raison. Un jeune qui vient me voir, il dit, hey, je suis bon, je suis bonne, là, puis regarde, je suis capable, d'après moi, ça va marcher. Mais tu as raison. On devient ce qu'on pense. La pire personne qui va vous empêcher de réaliser vos rêves, d'aller au bout de vous-même, bien, c'est vous-même. Il n'y a personne d'autre. Ultimement, là, le choix ultime, la décision finale, c'est vous qui allez la prendre. Et le plus grand pouvoir que l'être humain possède, et votre jeune, il faut absolument qu'il sache le plus vite possible dans sa vie. Son plus grand pouvoir, c'est le pouvoir de choisir et de subir sa vie, de ne rien dire, de ne rien faire, puis de s'asseoir sur son steak. Je suis désolé, ça aussi, c'est un choix. Ceci étant dit, à partir du moment que votre jeune va savoir ce qu'il vaut vraiment, savez-vous ce qui est génial? C'est qu'il va enfin, et s'il arrive à faire ça avant l'âge adulte, là, il vient de scorer à haut niveau, parce que d'après moi, c'est 5 des jeunes qui sont capables de faire ça. 5 des jeunes qui sont capables, à partir du moment qu'ils savent ce qu'ils sont, qu'ils savent ce qu'il vaut, d'être en paix avec leur force puis leur vulnérabilité. À partir du moment que vous savez qu'il y a des affaires que vous ne serez jamais bon, que vous ne serez jamais bonne, mais que par contre, vous savez que vous avez des talents, puis des talents naturels, là, que sans effort, vous êtes déjà meilleur que les autres dans votre équipe. Là. Imaginez si ce talent-là, vous travaillez dessus à tous les jours, vous allez l'amener à ce qu'on appelle l'excellence. Un Tiger Woods qui ne pratique pas à tous les jours, qui mange, dort, respire, golf depuis qu'il est au monde, mais il ne serait pas capable d'être au meilleur de son sport. Mais dans le soccer, c'est la même chose. Il y a des choses dans le soccer que vous serez peut-être jamais bonne, jamais bon. Mais ça, ce n'est pas important. La seule chose qui est importante, c'est d'en être conscient que ça, là, ça ne donne à rien de mettre 3 tonnes d'énergie là-dedans. Là. Parce que même en mettant beaucoup d'énergie, vous allez être ordinaire, vous allez être correct. Mais si vous prenez la même énergie, vous mettez ça sur votre talent, je vous dis, vous allez amener ça à un niveau que vous-même, vos parents, votre entourage, votre entraîneur n'ont aucune idée à quel point ça peut aller. Et ce qui est génial, là, c'est que la récompense ultime quand on travaille sur ça, c'est qu'on ne vit plus en fonction de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, de ce que les autres font. Ce morceau-là, là, si seulement vous pouvez non seulement
en prendre toute l'ampleur, mais de dire, regarde, là, je vais oser essayer de mettre ça en pratique à partir d'aujourd'hui. C'est important, là, c'est pas dans combien de temps je vais être capable d'être autonome émotionnellement. C'est juste de dire, regarde, à tous les jours, je vais poser un petit geste qui va faire en sorte qu'un jour, là, je vais être en paix avec moi-même, que je vais être en paix avec mes forces, mes vulnérabilités, et ce jour-là, vous allez devenir authentique. Et ce qui est le fun quand tu es authentique, c'est que même, je vous le dis tout de suite, là, pour les jeunes qui sont là, c'est impossible que tout le monde t'aime. Jamais ça va arriver. Mais c'est vous ce qui est le fun, c'est que vous risquez de vous rendre quasiment à 100% de gens qui vont vous respecter, par exemple. Parce que la seule façon de se faire respecter dans la vie, c'est de se respecter soi-même. Puis pour se respecter soi-même, ça passe par la confiance en soi, mais surtout par l'estime de soi. Ceci étant dit, une autre chose qui va être importante à inculquer à vos jeunes, si vous voulez qu'ils aillent au bout de leur rêve, c'est de régler le fameux syndrome de la peur. La peur, là, moi, quand j'entends des jeunes venir me voir et me dire, oui, mais moi, c'est parce que j'ai peur que je ne le fais pas, là. Parce que si je n'avais pas peur, c'est sûr que je le ferais, là. Mais je suis désolé, là, la peur, là, c'est rien d'autre qu'une énergie, là. La peur, cette énergie-là, c'est comme l'amour. Cette énergie-là peut te catapulter, peut te faire des choses que jamais tu aurais faites autrement, mais en même temps, cette même peur-là, cette même énergie-là, peut te clouer au sol, elle peut t'attacher, te paralyser. La peur, là, savez-vous, pour moi, c'est quoi? C'est tout simple. Elle est là pour nous faire découvrir, pour nous indiquer ce qu'on doit apprivoiser. Parce que la peur qui fige les gens, là, vous remarquerez, c'est la peur de l'inconnu. Mais avez-vous remarqué qu'à partir du moment où l'inconnu devient connu, tu n'as plus peur, là? Cette peur-là s'estompe, elle disparaît, puis là, on vient de passer à un autre niveau. Moi, il y a une chose que j'ai découvert tard à l'âge adulte. Si je l'avais découvert plus jeune, ça m'aurait tellement aidé à aller plus vite puis plus loin. C'est tout simple. C'est que moi, j'ai mis la faute sur la peur pour justifier toutes mes inactions. Puis vous le savez, en fin de vie, là, c'est pas ce que tu as fait ou mal fait que tu regrettes. C'est tout ce que tu n'as pas osé faire. Alors, comment j'ai fait pour me débarrasser de ce sentiment-là de ne pas avoir osé faire, là? C'est que je me suis aperçu que l'ennemi numéro un, là, ce n'est pas la peur que je viens de vous mentionner. Non. L'ennemi numéro un, c'est... Excusez. L'ennemi numéro un, c'est le doute. C'est lui qu'il faut vous débarrasser. C'est lui qu'il faut que votre jeune comprenne que c'est lui l'autosaboteur. C'est lui qui risque malheureusement de le ralentir et encore plus à l'âge adulte. Pourquoi? Parce que le doute scrape tout. Alors, si parmi vous, il y en a qui croyaient que c'était vraiment la peur qui t'empêche d'aller au bout de tes rêves, puis qui pensaient que le doute, c'était juste un à côté, si l'ennemi numéro un, c'est le doute, alors la fameuse question du jour, on fait quoi pour se débarrasser du doute? Je ne sais pas. Non, sérieusement. Sérieusement, je le sais. Mais je vous le dis, le truc il est simple. Le doute, là, ça, c'est comme le ninja qui est caché dans le rideau en arrière. OK? Oui, madame. Si vous attendez d'aller jouer après, pas de problème. Quand je vous disais que l'environnement fait toute la différence. OK, merci. Alors, le doute, là, c'est comique parce qu'on l'a mal surnommé dans le temps. La plupart des gens ici, là, quand vous choquez, là, excusez l'anglicisme, là, le réflexe, c'est de dire « la chienne m'a pogné ». Y en a-tu beaucoup qui disent ça, « la chienne m'a pogné », levez votre main pour le fun. Je ne suis pas tout seul à dire ça. Il y en a trois, c'est pas pire. Moi, je vous dis, c'est pas la chienne t'a pogné. C'est le doute m'a mordu. Parce que voici comment ça se passe. Tu es là, tu es prêt à passer à l'action, là. Oui, tu as peur, mais tu sais que le courage, c'est de la peur, mais c'est d'être capable de passer à l'action malgré la peur. Tu sais que la passion, c'est le moteur, puis tu sais que l'audace, d'être prêt à accepter de se faire dire non, ça va te donner le dernier coup de gaz que tu as besoin. Et là, tu es prête, là. Tu es prête à passer à l'action, tu es prête à partir en échappée, puis tu scorer ton but, puis là, d'un coup, ouh! Là, ça vient de te mordre. Ça, c'est le doute. C'est le fameux ninja qui est sorti du garde-robe, puis là, il te mord. Alors, comment on fait pour s'en débarrasser? Vous allez voir, là, c'est facile à retenir, c'est simple, c'est tellement simple
que c'est pour ça que le monde ne le font pas. Alors, regardez bien, là. Regardez mes mains parce que c'est... Je vais même enlever ma manette. Comment on fait pour se débarrasser du doute? 3 petits mots. Il faut douter du doute. C'est juste ça. Il faut douter du doute, parce que si je doute du doute, bien, sans aucun doute, je ne douterai plus pas tout. OK? Marquez pas ça sur une feuille, ça ne marche pas. Non, sérieusement, je vous refais la petite passe de tantôt. Le doute t'a mort, chla! Là, ton premier réflexe, c'est « Aïe, aïe, ah, OK, c'est correct, mon oncle, je m'en retourne à la maison. » Là, c'est comme, là, tu étais prête à passer à l'action, là. Puis là, ce Christi de doute-là vient de te mordre, puis là, juste à cause de ça, tu es prête à tout arrêter, là. Tout ce que tu as fait en amont, tu es prête à scraper ça, mettre ça aux poubelles. Puis, pire que ça, tu te rasseilleras même pas. Voici ce qu'il faut faire. Il te mord, chla! Ça, c'est humain. Ça, c'est biochimique. Quand ça te mord, là, quand le doute t'envahit, là, ça arrive de nulle part, ça. C'est pas comme la peur. La peur, ça monte tranquillement en crescendo. Le doute, lui, te pogne one shot. Fait que quand il te mord, tu sais que c'est le doute. Alors, la question à se poser, c'est tout simple. C'est de vous demander, est-ce que ce doute-là, est-ce qu'il est basé sur une perception qui est de l'imaginaire construit ou c'est basé sur des faits réels? Des faits réels, c'est vérifiable, quantifiable, mesurable. On peut le mettre sur papier. Là. Regarde, si tu fais ça, il va arriver ça. Et je peux vous dire qu'à partir du moment que vous allez douter du doute, il va tout perdre sa force, il va perdre son effet de levier parce que dans 95 % des cas, le doute est virtuel. Le doute est basé sur quelque chose. À 95 %, c'est basé sur un événement, sur une perception, pardon, d'un événement qui ne se produira jamais. Mais combien de fois dans notre vie, on pense que check bien ça, c'est ça qui va arriver, puis c'est pas ça, pas en tout qui arrive. Et après coup, on se dit, avoir su. C'est quoi la phrase la plus triste encore aujourd'hui, en 2013? J'aurais donc dû. Ça, là, ça va être encore au top 10 des phrases les plus tristes dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Alors, si vous voulez que votre jeune soit en mesure d'arrêter de s'auto-saboter, montrez-y à douter du doute. Autre chose, c'est important que votre jeune réalise que ses perceptions vont devenir sa réalité. Ce que tu perçois, c'est malheureusement ce que tu penses qui est la réalité. Et ce qui est intéressant avec les perceptions, c'est exactement comme une paire de lunettes, c'est que ça vient en 2 lentilles. Vos perceptions, première lentille, c'est vos valeurs profondes. Les valeurs profondes, c'est ce qui donne un sens à ta vie. Là. Que ça, tu es prêt à te battre pour ça. Là. Comme la famille, c'est un bon exemple. Il y a des gens pour qui la famille, c'est important au point que cette valeur-là, ils n'iront pas accepter une job à Chibougamau ou dans le Grand Nord ou whatever, parce que la famille, c'est important. Il y a d'autres gens qui ont d'autres valeurs et pour ces valeurs-là, pour une raison qu'on ne comprend pas toujours, ils vont être prêts à se battre pour. Ces valeurs-là, ça nous est inculqué par nos parents, puis après ça, à l'âge adulte, on fait du ménage. Il y a des valeurs que nos parents nous ont inculquées qu'on décide d'adopter, d'acheter, puis il y en a d'autres qui ont dit non, ça, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, out. Et ces valeurs-là, comme je vous dis, si ça donne un sens à votre vie, c'est déjà une bonne partie de votre lentille. L'autre lentille, là, c'est le fun parce que ça s'appelle les croyances. Les croyances, là, ça vient de votre enfance, votre éducation, et comme je l'ai dit tantôt, l'environnement. Les 3 E. Enfance, éducation, environnement. Alors imaginez, si dans ce qu'on ne vous a pas élevé, de la façon qu'on vous a programmé, ces croyances-là, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui n'est pas correct, qui est correct. Imaginez, si on prend ces croyances-là, puis on peut embarquer aussi les superstitions. Là. Moi, j'ai une tante qui est née un vendredi 13, puis je peux vous dire, encore à ce jour, elle pense que vendredi 13, c'est de la malchance à côté. Là. Mais c'est malheureux, mais vu qu'elle est tellement convaincue que vendredi 13, c'est de la malchance, mais la première fois qu'elle a eu son permis de conduire, puis qu'elle est partie avec son auto, puis c'était un vendredi 13, elle a eu un petit accrochage, pas un accident, là, un petit accrochage, ça a été fini. Elle a fait 1 + 1, 2, c'est fini, vendredi 13, c'est malchanceux. Elle est rendue à 73 ans, ma tante, puis elle croit encore ça dur comme fer. Le vendredi 13, elle ne sort pas de chez eux. Pourtant, sa laveuse à vaisselle, elle pète pareil. Tu sais, il arrive toujours de quoi pareil, mais c'est la faute de la croyance. Moi, les croyances, là, j'ai pas de problème avec ça. Puis là, on peut tomber aussi dans les religions, là, mais inquiétez-vous pas, je n'irai pas jouer là-dedans.
Moi, là, ce n'est pas important en quoi vous croyez, mes amis, en ce moment. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'effet de levier. Si de croire en ça, ça vous permet de vous dépasser, de devenir une meilleure personne, votre croyance, là, je vais être le premier à vous encourager, à la nourrir, puis à l'amener encore à plus haut niveau. Mais si cette croyance-là vous empêche d'oser essayer, d'oser demander, d'oser agir, j'ai un problème avec ça. Alors, si vous prenez croyance plus valeur profonde, bien, ça fait votre prescription de lunettes, puis on s'entend que, vu que vous avez tous un vécu unique et différent, bien, chaque personne ici dans la pièce a une paire de lunettes qui est unique. Il y a une auto qui passera à travers le mur ici, là, avec un gros accident. Mettons, là, 2 chars de police qui suivent, là, puis ah ouais, on ramasse 3-4 kiosques, là. Puis là, nous autres, on est témoins live, là, on voit tout ça, là. La police nous prend un par un. Elle nous demande de décrire l'événement. Je vous garantis qu'il n'y en a pas un qui aurait la même description. Mais ce qui est encore plus le fun, c'est que moi, je vous repogne 6 mois plus tard en coaching, un par un. Puis je vous demande, c'est quoi l'impact que ça a eu dans votre vie il y a 6 mois? Il y en a parmi vous qui s'en souviennent même plus. Puis il y en a parmi vous qui ne dorment plus depuis 6 mois parce qu'ils rejouent le film dans leur tête. Alors, on s'entend que cette paire de lunettes-là, comme je vous disais tantôt, la seule chose à retenir, c'est que nos perceptions deviennent notre réalité. Alors, en résumé, c'est très simple. Si votre enfant peut catcher ça, là, si votre jeune peut comprendre que peu importe ce qui arrive dans la vie, ce n'est pas important ce qui t'arrive, c'est ce que tu en fais. C'est qu'une situation, à la base, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est toi, à travers tes perceptions, qui va faire que ça va être une épreuve souffrante, pénible, épouvantable, ou au contraire, que c'est une opportunité de se dépasser, de grandir, de devenir meilleur. Alors, le réflexe, il est simple. La plupart des gens, malheureusement, quand il arrive quelque chose de poche, ont le réflexe de réagir en victime, alors qu'à l'inverse, il y en a d'autres qui vont agir en vainqueur. Avez-vous remarqué que c'est la même lettre? Victime, vainqueur, ça commence par V. C'est les voyelles puis les consonnes qui font la différence. Une victime, là, dans le fond, là, puis on a tout un petit côté victime. Tu sais, des fois, quand on est malade, là, oh, appelle ma mère, je ne file pas. Tu sais, on a tout un petit côté, des fois. Là. Mais quand on est en mode victime, là, vous remarquerez, c'est que premièrement, on se part un petit scénario catastrophe dans sa tête. On part avec des croyances puis des perceptions négatives. Puis là, on nourrit ça, là, puis on contamine ça à haut niveau. Alors que quand on décide d'être en mode vainqueur, la seule différence, c'est qu'on s'adapte. Et je peux vous dire une chose, la plus belle qualité que le changement peut apporter dans notre vie, parce qu'il arrive plein d'affaires qu'on ne contrôle pas. La plus belle chose qui peut nous arriver, c'est justement d'être déstabilisé, d'être sorti de nos pantoufles en béton. Parce que le fait de nous sortir de notre routine, de nous sortir du connu, puis de nous mettre dans l'eau bouillante, parfois, vous remarquerez que ce qui est extraordinaire, c'est que ça nous permet de finalement s'adapter. Et c'est en s'adaptant finalement qu'on se découvre des qualités qu'on ne pensait même pas qu'on avait, qu'on découvre une force de caractère qu'on ne pensait pas ça non plus avoir. Alors moi, quand il arrive quelque chose de plate dans ma vie, ou plate dans la vie de mes enfants, je leur dis, là, ça, là, c'est un cadeau mal emballé. Là, je sais qu'il y en a ici qui vont dire, attends une minute, là, mais te le passé, mon cadeau mal emballé, je ne suis pas sûr que tu vas l'aimer. Mais regardez bien ça. Prochaine fois qu'il vous arrive quelque chose de poche, là, au lieu d'être en beau fusil, là, dites-vous que gros cadeau mal emballé arrive ici. Le réflexe, c'est de dire quoi? Ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est le réflexe qu'on a tous. Et là, ce qu'on espère, c'est que ça va disparaître. Il y a quelqu'un, le concierge, va le ramasser. Avez-vous remarqué que ce que tu fuis te suit et grossit? Moi, j'ai des gens que je rencontre en coaching, puis que là, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, ils ont toujours les mêmes problèmes. C'est parce que le cadeau, quand il est livré, là, ils n'en veulent pas, ils se poussent. Mais là, c'est comme si l'univers, tu lui disais, regarde, j'en veux pas de ça. Mais l'univers, il dit, excuse, là, moi, sur ma feuille, là, c'est ton nom qui est là-dessus. Fait que, regarde, t'en veux pas, on va le retourner à l'entrepôt, parce que c'est pas pour personne d'autre site, là, c'est pour toi. Là. Fait qu'on va l'envoyer à l'entrepôt, puis on va te le ramener dans 6 mois. Dans 1 an, le timing va être écœurant. Et là, ça revient dans ta vie, comme le jour de la marmotte, puis là, les gens capotent, puis ils disent, bien là, encore des problèmes d'argent, mais là, je comprends pas. Non, non. Mais c'est parce que tu n'as pas déballé ton cadeau mal emballé. Alors, c'est simple. Quand ça arrive, là, je sais que c'est dégueulasse, c'est un cadeau mal emballé. Il pue, il est laid,
il est piquant. Mais là, quand tu te donnes la peine de te retrousser les manches puis de déballer ça, là, le cadeau, il est toujours là. Le cadeau, là, c'est la leçon. Moi, j'appelle ça la pépite d'or. Tous les problèmes que vous avez surmontés dans votre vie, pas ceux que vous êtes poussés en courant, là. Toutes ces games-là de soccer que vous avez perdus, là, vous étiez enragés noirs là, parce que vous étiez à 2 doigts de gagner. Là. Toutes ces fois-là, vous avez été déçus parce que des gens vous ont trompé, vous ont fait accroire des affaires, vous ont fait de la peine. Ces fameux cadeaux-là, quand vous avez été au fond pour les déballer puis aller à chercher la Christie de leçon, c'est quoi il faut que j'apprenne de ça? Avez-vous remarqué? C'est ça qui a fait votre force de caractère aujourd'hui. C'est ça qui a fait que vous avez de la drive. C'est ça qui a fait que, quand on parlait tantôt de confiance en soi, vous avez été chercher des connaissances, mais en plus, au niveau de votre estime de soi, vous avez vu que vous étiez plus forte que vous pensiez, que vous étiez meilleur que vous pensiez. Et c'est là qu'ultimement, ces cadeaux-là sont vraiment des cadeaux. Mais pour ça, il faut se donner la peine de les déballer, ces cadeaux-là. Puis un échec, là, si vos enfants continuent d'avoir ce mot-là dans la bouche, c'est de dire qu'un échec, là, c'est rien d'autre qu'un bonus d'apprentissage. Si la vie, là, serait parsemée de choses faciles, là, on serait tous des légumes qui se traîneraient à terre. Là. Ce qui fait la beauté de la vie, ce qui nous permet de grandir, de devenir meilleur et surtout de devenir une meilleure personne, mais c'est justement toutes ces épreuves-là qu'on affronte dans notre vie. Au soccer, comme dans plein d'autres sports, ce qui est malheureux, c'est que je vois des parents qui veulent que leur enfant devienne le ou la meilleure. À partir de ce moment-là, inconsciemment, vous mettez une pression sur vos enfants, vous n'avez même pas idée. Parce que lui, il se met à s'en mettre une à haut niveau. Parce qu'à partir du moment que tu vas être le ou la meilleure, bien là, tu es en compétition avec tout le monde dans ton équipe. Moi, ce que je vous propose de faire, parce que ça va les suivre dans leur vie d'adulte, c'est au lieu d'essayer d'être obsédé par le fait d'être le ou la meilleure, puis éventuellement un jour de devenir insatisfait de façon éternelle, essayez de lui inculquer le principe d'essayer à tous les jours d'être juste une meilleure personne que tu étais la veille. Moi, j'étais un perfectionniste excessif. Partout où j'ai travaillé dans le passé, puis c'est pour ça que ma carrière elle a vraiment parti en mode fusée, là, c'est que je voulais être meilleur que tout le monde. Je peux vous dire, je ne me suis pas fait des amis. Et le jour où j'ai passé à ça de péter un burn-out, j'ai comme réalisé que ce qui est important, dans le fond, là, c'est ce que moi, je pense de moi. Puis ultimement, est-ce que Richard est un meilleur Richard qui était à hier? Et à partir du moment où tu deviens en compétition avec toi-même et que tu arrêtes de vivre en fonction de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, de ce que les autres font, c'est extraordinaire ce que ça a au niveau de ton mieux-être. Parce qu'il n'y a personne d'autre dans la salle qui sait ce que j'exige à Richard, puisque c'est quoi la chose qu'aujourd'hui j'essaie d'être meilleur que j'étais hier. Et ce qui est le fun, c'est qu'à tous les jours, exemple, moi hier, je me suis fâché après mon plus vieux. Mais là, aujourd'hui, mon défi, c'est juste de ne pas pogner un air pour ce morceau-là. Imaginez, à tous les jours, puis c'est jamais arrivé que j'ai trouvé rien à améliorer. À tous les jours, j'ai un petit morceau à améliorer sur Richard. Mais ce qui est le fun, là, c'est que 365 fois par année, j'améliore un petit morceau de Richard. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec le temps, les gens disent « Hey, on dirait que tu as changé. Hey, t'es le fun. » Mais toi, tu t'en aperçois pas parce qu'à tous les jours, tu as fait un petit morceau de plus. Ce qui est important, là, c'est pas combien de gestes vous allez poser pour vous améliorer, c'est juste d'en poser un seul à tous les jours. Il y a une règle d'or qui s'appelle la règle du petit pas, qui dit que les petits pas d'aujourd'hui deviendront les grands pas de demain. Votre jeune, là, si vous pouvez juste lui inculquer ce principe-là, de juste poser ce petit geste-là à tous les jours, d'essayer juste d'être une meilleure personne qui était la veille, ce petite affaire-là qui n'était pas fière aujourd'hui, dit, regarde, demain, là, c'est ce petit morceau-là qu'on va travailler, puis d'être capable de reconnaître sa valeur. Vous allez voir, cet enfant-là va s'épanouir, va se réaliser. Puis le gros avantage de ça, là, c'est que tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'arrives pas à te donner toi-même. Vous en connaissez des gens qui sont incapables de faire des compliments. Vous en connaissez des gens qui sont incapables de donner de l'amour et de la reconnaissance aux autres. Puis la réponse est simple, c'est parce qu'ils ne sont même pas capables de s'en donner à eux-mêmes. C'est difficile de donner aux autres ce que tu ne donnes pas à toi, là. Mais à partir du moment que tu es capable de t'en donner de l'amour et de la reconnaissance, là, c'est tellement plus facile après ça de croiser quelqu'un puis de dire « Hey, c'est beau ce que tu as fait, puis j'aime ça ce que tu portes, puis hey,
Je trouve ça le fun, comment tu... J'aime ton rire, tu sais, puis d'être capable de faire des compliments. Puis, hey, aujourd'hui, là, vraiment, là, t'étais hot, là. Mais pour ça, ben, il faut... Tu sais, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais combien de gens ne le font pas? Combien de gens sont leur pire bourreau plutôt qu'être leur meilleur coach? Alors, en terminant, c'est tout simple. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est juste de dire à votre jeune, là, peu importe son niveau dans le soccer, c'est d'être capable de lâcher prise sur ce qui n'a pas le contrôle, puis de choisir ses combats. Il y a plein de choses que le jeune ne contrôle pas. Là. Les autres équipes, la compétition, là, les membres de l'équipe, là, il y en a qui ont différents types de personnalités, comme on disait tantôt avec Sylvain. Il y a des gens qui t'aiment, il y en a qui ne t'aiment pas. Il y en a qui jamais vont te faire des passes parce qu'ils sont comme ça, puis c'est correct. Les catégories, comment tu vas être repêché plus tard, tout ça, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Si tu essaies de mettre de l'énergie comme nous autres, les adultes, on est champions là-dedans. Là. Puis nos jeunes, là, ils ne copient pas chez le voisin. Là. Nous autres, les adultes, là, on essaie de contrôler ce qu'on n'est pas capable de contrôler. On essaie de contrôler l'économie, on essaie de contrôler la compétition, on essaie de contrôler la politique, on essaie même de contrôler la météo. Tout ce que je vous dis là, non seulement ça ne se contrôle pas, mais si inconsciemment tu mets de l'énergie là-dessus, ça va avoir un effet sur ton moral, puis éventuellement sur ta santé. Votre jeune, là, de choisir son combat, là, c'est de mettre son énergie à bonne place. Puis de mettre son énergie à bonne place, là, c'est très simple. Il y a 3 choses qu'on contrôle à 100 %. En tout cas, pardon, qu'on peut contrôler à 100 %. Il faut juste oser s'en donner la permission. Nos paroles, nos actions, puis surtout notre attitude. Sylvain l'a dit tantôt. À compétence égale, à expertise égale, à cheveux gris égale, qu'est-ce qui démarque une personne d'une autre? Qu'est-ce qui fait la différence entre un top joueur de soccer et un autre qui est juste bon? Ce n'est pas le talent, c'est l'attitude. Le talent, ça a la crème glacée sur le dessus. Mais l'attitude, d'avoir cette passion-là, ce courage-là et cette audace-là, d'être capable de s'accrocher même quand c'est difficile, d'être capable d'être orienté solution, de savoir qu'un échec, c'est un bonus d'apprentissage, puis qu'un problème, là, c'est un cadeau mal emballé, mais ce jeune-là, naturellement, va se démarquer, mais encore mieux, va devenir un modèle pour les autres. Alors, n'oubliez jamais que votre plus grand pouvoir, mes amis, c'est que vous avez le pouvoir de faire une différence dans la vie de vos jeunes et de d'autres jeunes. Et ce pouvoir-là vient avec une grande responsabilité. Ce jeune-là, là, si vous voulez, parce que vous l'aimez, essayer de tout faire pour lui, je vous le dis, inconsciemment, vous allez l'empêcher d'évoluer. Je vous dis, ce jeune-là, là, tout ce qu'il a de besoin, c'est un regard de bienveillance, qu'il soit convaincu que quoi qu'il arrive, là, vous allez l'aimer, no matter what, puis que vous allez être fier de ce qu'il est. À partir du moment qu'il se sent aimé, puis qu'il sent quelqu'un pour quelqu'un, tout ce que vous avez à faire par la suite, c'est juste d'accompagner. Puis c'est correct si de temps en temps, il se râpe les genoux. Puis c'est correct si de temps en temps, il manque son coup. Vous, votre rôle, c'est juste d'être là pour le relever, puis de faire comprendre que les chutes sont là pour une seule raison. Les chutes sont là pour nous apprendre à mieux nous relever. Merci beaucoup. Vous avez été extraordinaires. Bon succès avec vos jeunes.